L'Assemblée nationale française a adopté en première lecture un projet de loi visant à légaliser l'aide à mourir pour les adultes atteints d'une maladie incurable ou en phase terminale. Le suspect de l'attaque au couteau de Solingen a plaidé coupable au tribunal mardi. Il risque la prison à perpétuité pour triple meurtre, 10 tentatives de meurtre et terrorisme. Nouvelle charge de Donald Trump contre Harvard. Le président américain demande aux agences fédérales d'annuler 100 millions de contrats passés avec l'université. La Fondation humanitaire de Gaza a commencé ses distributions dans l'enclave palestinienne, mais elle suscite de nombreuses critiques, notamment en raison de son manque de transparence. Afin de réduire la pression migratoire, la Commission européenne prévoit de réviser les procédures d'asile en légiférant sur la notion de pays tiers sûr. L'Assemblée nationale française a adopté mardi en première lecture un projet de loi sur le droit à l'aide à mourir. Une étape majeure sur cette question de société particulièrement sensible. La mesure a été approuvée par 305 députés, principalement de gauche et du centre, et rejetée par 199 élus, majoritairement de droite et d'extrême droite. Le projet de loi définit 5 critères d'éligibilité pour le droit à mourir. Le malade devra notamment être atteint d'une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et devra présenter une souffrance physique ou psychologique constante. Emmanuel Macron se réjouit d'une étape importante, tandis que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité salue l'espoir d'une fin de vie maîtrisée, épargnée des souffrances inapaisables et des agonies inutiles. Le projet de loi sera maintenant soumis au Sénat, et la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, espère que la réforme sera entérinée avant la présidentielle de 2027. Les députés ont par ailleurs adopté à l'unanimité un deuxième texte sur l'accompagnement et les soins palliatifs, visant à renforcer les mesures pour soulager la douleur et préserver la dignité des patients en fin de vie. Le suspect de l'attaque au couteau de Solingen a reconnu les faits lors de son audience devant le tribunal de Düsseldorf mardi. Le ressortissant syrien de 27 ans est accusé de triple meurtre et de 10 tentatives de meurtre lors d'une attaque durant un festival dans cette ville de l'ouest de l'Allemagne, le 23 août 2024. Il est également accusé d'appartenance à l'organisation terroriste État islamique, qui avait revendiqué l'attentat le lendemain des faits. Devant le tribunal, le suspect, identifié comme Issa al-Ash, a admis sa responsabilité dans l'attaque. Il s'est déclaré pleinement coupable de ses actes et s'est dit prêt à accepter n'importe quel verdict. En Allemagne, les accusations de meurtre sont passibles d'une peine maximale de prison à perpétuité. Le procès devrait se poursuivre devant le tribunal de Düsseldorf jusqu'à la fin du mois de septembre. Aux États-Unis, l'administration Trump poursuit son bras de fer avec Harvard. Les agences fédérales ont reçu l'ordre d'annuler des contrats passés avec la prestigieuse université, estimés à près de 100 millions de dollars. En réponse à la nouvelle charge de la Maison-Blanche, des centaines d'étudiants ont manifesté. I do think that cutting funding, not only for this university, but universities generally, is very ridiculous. I think that research, funding, intellectual independence are things that have made the United States strong, have made universities strong, is the reason that we are like a beacon for the rest of the world. And I think that undermining those things, cutting those things is not only a bad short-term view, but a horrendous long-term view. Cette nouvelle attaque s'inscrit dans une offensive plus large menée par Donald Trump. L'institution refuse de lui donner un droit de regard sur les admissions d'étudiants et les recrutements des professeurs. Le président américain accuse l'université de laisser prospérer au sein de son campus des idéologies progressistes, mais également de l'antisémitisme. Le gouvernement américain a supprimé plus de 2,6 milliards de dollars de subventions dédiées à la recherche. Il y a quelques jours, l'administration Trump a retiré à Harvard le droit d'accueillir des étudiants étrangers. Mais cette mesure a été temporairement suspendue par une juge fédérale. Face à la famine qui menace la bande de Gaza, une nouvelle ONG veut se faire sa place. Créée en février dernier, la Fondation humanitaire de Gaza a commencé ce lundi ses distributions d'aide dans l'enclave palestinienne. Elle affirme vouloir atteindre plus d'1 million de Palestiniens d'ici la fin de la semaine. Mais le mystère autour des objectifs et des dirigeants de cette ONG, créée de toutes pièces et soutenue par les États-Unis et Israël, alimente les soupçons.
D'abord car son siège et ses statuts sont enregistrés en Suisse, son fonctionnement et son financement restent donc relativement opaques. Ensuite, car les opérations humanitaires débutent un jour après la démission du directeur exécutif Jake Wood, qui a quitté son poste en invoquant des inquiétudes quant à l'indépendance et l'impartialité de la fondation. De nombreuses voix se sont élevées pour critiquer l'ONG. Pour Matt Duss, du think tank américain Center for International Policy, ce projet n'est qu'un moyen de faciliter la politique israélienne de refus d'aide humanitaire et d'utiliser l'aide comme un moyen pour enfermer les Palestiniens dans un territoire encore plus petit. Même son de cloche du côté de l'ONU, Farhan Haq, porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres, estime que ce plan de distribution n'est pas en accord avec les principes d'impartialité, de neutralité et d'indépendance des Nations Unies. L'UE cherche à déléguer la gestion des demandes d'asile hors de ses frontières. À cette fin, la Commission européenne travaille actuellement sur 2 projets. En avril, Bruxelles a adopté un plan visant à désigner certains États comme pays d'origine sûrs afin d'accélérer l'examen des demandes d'asile émanant de leurs ressortissants. L'objectif est de permettre un traitement plus rapide de ces dossiers et, le cas échéant, un renvoi accéléré vers leur pays d'origine. Cette liste inclut les pays candidats à l'adhésion à l'UE ainsi que 7 autres États considérés comme sûrs. La semaine dernière, la Commission a également proposé de revoir la définition des pays tiers sûrs dans l'optique de délocaliser le traitement des demandes d'asile en dehors de l'UE. Cette réforme permettrait aux États membres de rejeter une demande et de transférer de force les demandeurs d'asile vers un pays tiers, même en l'absence de lien direct entre la personne concernée et ce pays. Les pays tiers sûrs n'ont pas encore été désignés, mais ils doivent répondre à certains critères, protéger les demandeurs d'asile contre les persécutions et les atteintes graves, ne pas expulser les demandeurs d'asile et mettre en place un système d'accueil opérationnel. Well, the aim of both proposals is indeed to improve both the processing of asylum claims when they can be seen as manifestly unfounded for various reasons, and at the same time make sure that those who do not have a right to stay within the European Union but are already in the European Union are effectively returned. And so both share the aim of making the procedures, both asylum and return, more efficient, more effective, but of course also more implementable for the member states so that we can kind of bring back order and humanity to the common European asylum and migration policies. La Commission assure que ces mesures permettraient de réduire la pression sur les systèmes d'asile tout en respectant les droits fondamentaux. Les détracteurs de ces propositions pointent toutefois des failles éthiques et juridiques. From a human rights perspective, the risks are already very clear. It's going to make it harder for people to access fair and full asylum procedures, even if they have very real protection needs. It increases the risk of refoulement, or people being sent back to danger, and their ability is restricted to challenge that decision from Europe, so they may be sent back to danger before their appeal has been heard. And lastly, it increases the risk of arbitrary automatic detention in third countries. You can already see with the EU's engagement with countries like Tunisia or Libya or Egypt that it has very little willingness or ability to monitor and enforce human rights in those partner countries. Les 2 propositions de la Commission doivent maintenant être examinées par le Parlement et le Conseil européen. Les agriculteurs grecs vont-ils payer au prix fort les fraudes de leur système de subventions européennes? Les enquêtes en cours lancées par Bruxelles sur le fonctionnement de l'autorité grecque de paiement des régimes d'aide de la PAC ont mis au jour un système frauduleux et vont conduire à une restructuration du mécanisme de distribution des fonds européens en Grèce. L'OPKP, c'est son nom, est sous surveillance depuis 1 an et la descente dans ses bureaux la semaine dernière faisait partie d'une enquête plus large sur les subventions illégales accordées notamment à l'élevage. De telles pratiques auraient été organisées de manière systématique avec l'implication de responsables de l'OPKP elle-même. L'agence est responsable pour la distribution d'une somme estimée à plus de 3 milliards d'euros par an. Cette affaire intervient à un moment crucial du processus de restructuration de la PAC et risque d'avoir des conséquences à long terme pour le secteur agricole grec. Au Portugal, plus de la moitié des quelques 3000 pharmacies s'inquiètent de la pénurie de certains médicaments. Depuis 2024, il est difficile de trouver certains traitements, dont des antidiabétiques. La situation ne fait que s'aggraver, les pharmaciens ont du mal à se fournir, comme ici à Lisbonne, dans le quartier de Copo Grande. Portanto, temos os antidiabéticos de injetar, portanto, o Ozempic, Trulicity, de vez em quando tem sempre falhas e também dispositivos médicos, como o sensor do Libre, também para diabéticos, também é muito difícil de obter.
L'autorité de contrôle du médicament, appelée Infarmed, a suivi le cas de certains antidiabétiques en pénurie. Leur demande est en hausse depuis qu'ils sont détournés de leur usage. Ils sont utilisés pour la perte de poids. Naturalmente que irá haver escassez, porque a cota de produção tinha fim e passou a ter 2 fins. Les capteurs de glycémie, vendus la plupart du temps dans les officines, manquent aussi. D'après les pharmaciens, ils seraient utilisés par les sportifs et les amateurs de fitness dans le but de surveiller leurs performances sportives. Les ruptures de stock ne sont pas seulement un problème inhérent au pays, mais elles se produisent partout en Europe. Cependant, le Portugal souffre d'un manque d'attractivité. Uma não revisão deste tipo de preços neste tipo de produtos pode não ser atrativo, pode diminuir a atratividade da indústria para comercializar estes produtos, estes medicamentos aqui no nosso país. Pois se eu tenho laboratório que até produz noutra parte qualquer, não é cá, até trabalha numa parte qualquer da Europa ou da Ásia, onde for. Isso vai para um mercado e vai ter uma margem, e vai para outro mercado e vai ter uma margem. Naturalmente que ele produz para todos, mas terá um interesse muito maior num do que no outro. Cette pénurie a donné lieu à une prise de conscience. L'autorité des médicaments a entamé une procédure de contrôle à travers le Portugal afin de vérifier les prescriptions abusives.